Lundi des patates, mardi des patates, etc. Oui, mais des pommes de terre biologiques. La cuisine centrale de Grenoble fournit pour l'instant 50% de repas bio et ou local. On dit miam. L'été sera chaud pour les sangliers. Le préfet de l'Isère a décidé d'autoriser la chasse de ces gros mammifères dès le 1er juillet au lieu du 1er septembre. Les mammifères randonneurs, eux, montent au créneau. Et puis, trop, c'est comme pas assez. Grâce aux montées conjuguées il y a quelques semaines du FCG et du GF38, le Stade des Alpes peut se targuer d'accueillir 2 équipes en élite, mais est-ce bien raisonnable ? Bonsoir à tous, bienvenue dans ce JT du jeudi 28 juin 2018. L'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble en moins de 10 minutes, c'est toutes les heures à partir de 18h. Le bio à la mairie de Grenoble, on en fait tout un plat, alors que les députés ont voté il y a quelques semaines l'obligation pour la restauration collective publique de mettre au moins 50% de bio dans ses menus d'ici 2022. À Grenoble, la ville a depuis longtemps pris les devants. Charlotte Faulkner. Dans les cantines grenobloises, 50% des produits sont bio et ou locaux. Mais avant de ravir les papilles de ses élèves, tous les plats sont conçus dans la cuisine centrale. C'est ici que sont préparés près de 12 000 repas à destination des crèches, des écoles ou encore des foyers de personnes âgées. En 2020, la ville veut atteindre 100% des repas issus de l'agriculture biologique. Un objectif pas si simple à atteindre. Il y a plein de produits que l'on ne pourra pas avoir en local. C'est les bananes, c'est des agrumes. On n'a pas encore ces produits-là sur le territoire. Après, on peut tout à fait passer à terme du riz basmati au riz de Camargue. Après, se pose la définition du local. Le local, selon nous, c'est au plus proche de chez nous. Dans ces cuisines, on prépare, cuisine, puis met sous vide des plats qui seront ensuite distribués quelques jours après. Ce jour-là, à la cantine, c'est donc betteraves, chili, riz et fruits au menu. J'ai aimé les betteraves, le riz, mais j'ai jamais aimé le chili. C'était bon, il y avait des cerises, il y avait du fromage. Le repas, il était, je trouve, assez bon. Des menus bio et locaux qui participent à l'apprentissage du goût des plus jeunes et ça a l'air de porter ses fruits. Ça fait du bien de savoir qu'on mange des choses qui sont pas bourrées de pesticides, de produits chimiques et compagnie. Donc franchement, je préfère. Moi, j'ai beaucoup aimé que ce soit bio parce que je trouve que ça nous rassure beaucoup parce que souvent... Il y a des documentaires qui nous révèlent quand c'est pas bio et ça fait peur. Du côté des cuisines, on apprécie également cette innovation culinaire. Les enfants ont bien mangé par rapport d'habitude. Pour moi, c'est vrai que c'est bien d'innover parce que du coup, ça les sort un peu des frites, des pâtes et voilà. C'est vrai qu'on a plus de visuel sur la nourriture et du coup, on se retrouve à travailler des produits plus sains. Toujours dans le but d'être autonome alimentairement, la ville a mis en place depuis octobre 2017 une recette végétarienne par semaine au menu. Et la ville prévoit aussi d'installer en 2019 une activité maraîchère bio au centre horticole municipal. Des randonneurs et amoureux de la nature partent en chasse contre un arrêté du préfet de l'Isère. À compter du 1er juillet, il sera possible de chasser le sanglier le matin avant 10h et le soir après 18h. 3 mois d'avance pour tenter de faire diminuer la population de gros gibier, beaucoup trop nombreuse. Mais les citoyens de la nature, sans se faire tirer dessus, n'entendent pas cohabiter. Les randonneurs souffrent déjà du fait que la chasse soit ouverte 6 jours par semaine tout l'automne. Mais là, on rajoute encore une fois ces 2 mois d'été les plus intéressants, celles où beaucoup de gens sont en vacances, où des gens viennent en vacances en Isère. Et donc le risque, c'est de devoir renoncer à des randonnées ou de se retrouver au milieu d'une action de chasse, d'une battue. C'est toujours gênant de voir des panneaux disant chasse en cours, soyons prudents. Alors que le risque, il ne vient pas des randonneurs, il vient des chasseurs. Et on ne peut pas faire reposer sur les randonneurs ces précautions. Le fait de devoir se protéger, ça devrait être le préfet qui protège les gens, les touristes et les habitants, et pas les randonneurs qui doivent se protéger eux-mêmes. Le collectif a consulté un avocat et prévoit de déposer un recours en référé devant le tribunal administratif la semaine prochaine.
La session d'assises se poursuit au palais de justice de Grenoble avec l'examen depuis ce jeudi du meurtre d'une Grenobloise. Elle avait été tuée en pleine rue par son mari alors qu'elle venait de décider de le quitter. Il l'avait poursuivie dans la rue devant son immeuble avec un fusil avant de l'abattre sur l'avenue Jean Perrot. La fille de la victime et son petit ami avaient eux été blessés. Âgé de 68 ans, Jean-Pierre Merlot encourt la réclusion criminelle à perpétuité. Il devrait être fixé sur son sort vendredi soir. Le rugby grenoblois à l'honneur mercredi soir à la mairie de Grenoble. Une réception avait été organisée par le maire et l'équipe municipale pour féliciter staff et joueurs. Le FCG pour son retour en top 14. Les Crabos, les jeunes de moins de 18 ans, vainqueurs du bouclier de champion de France. Et last but not least, les Amazones, les Grenobloises ayant elles aussi à la fin de la saison gagné leur place dans l'élite et un titre de championne de France. Un peu plus tôt dans la semaine, c'est le GF38 promu en Ligue 2 qui était reçu avec les honneurs à l'hôtel de ville de Grenoble. GF38 FCG, deux équipes qui doivent donc cette saison encore évoluer dans le même stade. Lucille Dailly. Assiduité, application et même allégresse, la rentrée s'est bien passée pour nos rugbymen comme pour nos footballeurs. D'autant mieux que les joueurs ont tous réussi leur passage au niveau supérieur. Alors que le FCG savoure encore l'exploit d'une montée en top 14, le GF38, lui, rayonne à l'idée de retrouver la Ligue 2 dès le mois d'août et on n'en finit plus de célébrer Grenoble partout gagnante. C'était pas forcément attendu. En tout cas, moi, je me réjouis notamment d'abord pour ces deux clubs, parce que tout le mérite leur revient, mais aussi pour le Stade des Alpes, parce qu'il va accueillir deux très belles équipes et une magnifique saison l'an prochain. Voilà une réponse bien claire aux interrogations qui planaient au-dessus de l'arène à peine les saisons terminées. Les clubs pourront-ils jouer tous les deux au Stade des Alpes? Pas de problème, la Ligue 2 se joue le vendredi et le top 14 le samedi. Va pour cette fois, disent les supporters du GF38, mais pour combien de temps? On est en train de se dire qu'il va falloir que le FCG trouve une porte de sortie parce que pour continuer à se développer, le GF38 va devoir utiliser pleinement le Stade des Alpes et lorsqu'on parle de doublons ou de problèmes de cohabitation, ça empêche le club de se développer clairement. Au contraire, rétorque le FCG Rugby, club résident ces dernières saisons et qui va le rester la saison prochaine, car le délégataire de service public chargé de l'exploitation du stade choisit son locataire principal selon la division dans laquelle il évolue. Alors que les deux clubs devraient payer à peu de choses près la même chose, il semble que la cohabitation n'ait jamais été aussi bien engagée. On travaille déjà avec le foot pour mutualiser plein de choses. Ce sera la première année qu'on va le faire, donc c'est une super nouvelle. Petite chose qui concerne de la signalétique, de la panoptique, mais voilà, l'idée c'est de mutualiser le plus de choses possible. Aujourd'hui, les Guerres n'est plus apte en capacité à accueillir. Alors il peut y avoir des projets de rénovation, on travaille étroitement avec l'adjoint au sport de la ville de Grenoble, mais ce n'est pas pour tout de suite. Et pour l'instant, le seul outil pertinent pour le GF38 comme pour le FCG, ça reste le Stade des Alpes. Comme pour relancer un débat qui n'a pas lieu d'être, en tout cas pas pour l'heure. Le plus compliqué, ce sera sans doute l'hiver, quand la pelouse sera malmenée par les conditions climatiques. Musique, maestro au pluriel, les trois chefs d'orchestre des musiciens du Louvre, l'emblématique Marc Minkowski, mais aussi Thibaut Noali et David Devast ont présenté il y a quelques jours la saison 2018-2019. Au programme plusieurs temps forts, à la MC2, mais pas que. Bref, l'ensemble baroque poursuit son petit bonhomme de chemin, malgré l'arrêt des subventions de la ville de Grenoble en 2014. Finalement, je trouve un des temps forts, c'est le retour à l'église Saint-Jean, qui est un peu comme une soucoupe volante, qui est quand même un objet architectural assez spécial, avec cette très belle acoustique, et j'encourage vraiment le public à suivre ce qui va s'y passer. On survit à l'arrêt de nos subventions grenobloises parce qu'on est très déterminés, qu'il y a une équipe administrative qui y croit à fond, que les musiciens aussi, et que finalement la région Rhône-Alpes, le département de l'Isère nous ont bien adoptés et que voilà, pour nous il nous semblait indispensable de rester ici. Notre public est là. Mais je crois qu'à la mairie on nous aime bien aussi. Ça serait bien qu'on le voit un petit peu plus concrètement. Voyons ce que nous réserve l'avenir. Alors, le message est passé. Bach à l'église Saint-Jean, ce sera le 4 novembre. Avant cela, les musiciens du Louvre vous préparent une soirée Offenbach le 17 octobre à la MC2. Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Vous retrouverez Lucille Dailly vendredi soir pour une nouvelle édition. Je vous souhaite une très belle soirée.